Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau Laissez-moi vous parler d'eux, même si je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à faire cet épisode. En effet, je vais parler aujourd'hui d'un animé assez controversé et que je trouve à titre personnel médiocre, voire carrément mauvais. Alors, certes, on peut se demander quelle est l'utilité de vous présenter un animé que je n'aime pas. Eh bien, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Utena, ce format me permet de parler d'œuvres qui m'ont marqué en bien comme en mal. Il ne s'agit pas uniquement de vous présenter des trucs que j'aime. Or, l'animé dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai vu pour la première fois assez jeune et j'ai été relativement marquée en voyant à quel point il allait loin dans le moralement douteux. Ceci dit, je tiens à préciser que même si je n'aime pas cette œuvre, ce n'est absolument pas une critique envers celles et ceux qui l'aiment. Après tout, chacun est libre de kiffer ce qu'il veut. Et de manière générale, j'invite toujours les gens à se faire eux-mêmes leur propre avis sur une œuvre. D'ailleurs, j'ai essayé dans cette vidéo d'être le plus nuancé possible sur cet animé, car même s'il est selon moi mauvais, il y a tout de même quelques trucs intéressants à dire dessus. Bref, maintenant que tout est dit, posez-vous tranquillement devant votre écran, détendez-vous et laissez-moi vous parler de Diabolic Lover. Alors, Diabolic Lover est à l'origine une série de visual novels japonaises développée par Idea Factory et éditée par Rojet. Pour rappel, un visual novel est un genre de jeu vidéo assez populaire au Japon qui repose principalement sur la narration ainsi que sur le développement de ses personnages. Le visual novel consiste donc à suivre une histoire tout en admirant les dessins des personnages et des décors. Ce type de jeu comporte en réalité très peu d'éléments interactifs sur le plan du gameplay, ce qui par moments le rapproche davantage d'un roman graphique que d'un jeu à proprement parler. En réalité, les seuls éléments de gameplay relèvent souvent du choix de certains dialogues que doit faire le joueur. Dialogues qui peuvent alors influencer sa relation avec les personnages, voire avoir des conséquences sur l'histoire et ainsi conduire à différentes fins. Il existe tout un tas de visual novels, l'un des plus connus étant Le Sanglot des Cigales, qui connaîtra une adaptation en animé en 2006. D'ailleurs, cet exemple montre bien que le visual novel peut être mélangé à d'autres genres, puisque Le Sanglot des Cigales est un jeu horrifique assez flippant et intrigant. Toutefois, il existe aussi des visual novels qui poussent le concept du jeu plus loin, comme notamment Doki Doki Literature Club, qui, sous ses airs de jeu mignon et niais, se révèle être en réalité un jeu d'horreur terrifiant, brisant le quatrième mur et s'adressant par moments directement aux joueurs, et non pas aux personnages qu'il incarne. On peut aussi noter qu'il existe des visual novels assez what the fuck, comme par exemple le jeu Hateful Boyfriend, dans lequel le joueur sera amené à draguer des pigeons. Ouais, bon, après c'est un jeu japonais, voilà voilà. Enfin bref, pour revenir à Diabolic Lover, le tout premier jeu de la licence se nomme Diabolic Lover Haunted Dark Bridal et sortira sur PlayStation Portable en 2012. À la suite du succès du premier opus, un deuxième jeu verra le jour en 2013 sur la même plateforme et se nommera Diabolic Lover Morblood. Après ça, ne me demandez pas pourquoi, mais sera créée respectivement en 2013 et en 2015 une version édition limitée de ces deux premiers jeux, mais cette fois-ci sur PS Vita. D'ailleurs, tous les autres jeux de la licence sortiront par la suite sur cette même plateforme. Ensuite, nous avons la création du jeu Diabolic Lover Vaunted Carnival en 2014, puis celle de Diabolic Lover Dark Fate en 2015, et qui est la suite directe du tout premier jeu. Ensuite, nous avons également la création d'un fan-disc en 2016 intitulé Diabolic Lover Lunatic Parade. Puis nous avons Diabolic Lover Lost Eden qui sortira en 2017. Et enfin, nous avons un tout dernier jeu qui sortira cette fois-ci sur Switch en 2019 intitulé Diabolic Lover Chaos Lineage. En ce qui concerne l'anime, ce dernier se compose de deux saisons, chacune composée de 12 épisodes. La première saison sortie en 2013 est en réalité une adaptation du tout premier jeu, tandis que la deuxième saison sortie en 2015 est quant à elle une adaptation du deuxième jeu. D'ailleurs, les deux portent le même titre. Voilà, maintenant que j'en ai fini avec la partie sur les visual novels, je suis certaine que vous vous dites, comme d'habitude, c'est bien beau ta longue liste de jeux, mais concrètement ça parle de quoi, Diabolic Lover? Eh bien pour une fois, ça va aller très vite, puisque... Bah... il n'y a pas d'histoire en fait. Alors, on a bien une situation initiale, à savoir qu'on a une jeune fille répondant au nom de Yui Komori qui est envoyée vivre par son père dans un manoir flippant au milieu de nulle part, en compagnie d'une fratrie de vampires sadiques. Fratrie faisant partie de la famille royale répondant au doux nom de Sakamaki. Même si, personnellement, j'aime bien les appeler les frères Sakamerde, mais vous comprendrez plus tard pourquoi. Ceci dit, ce début mis à part, l'anime ne raconte honnêtement pas grand-chose, puisque l'ensemble de ce dernier n'est qu'une longue succession de moments atrocement gênants dans lesquels l'héroïne se fera maltraiter et mordre par les frères sac à merde.
Bon, après, je reconnais qu'il se passe un semblant de début d'intrigue vers les derniers épisodes. Mais non seulement ça arrive hyper tard, mais en plus, il disparaît aussi vite qu'il est apparu, donc bon. Ah, et avant d'aller plus loin, je tiens à vous mettre en garde sur les thématiques abordées par la série. Alors, habituellement, j'aime bien faire une petite liste des trigger warnings qu'on peut retrouver dans une œuvre. Mais dans le cas de cet animé, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais genre vraiment. Donc, dites-vous que vous avez juste à prendre tous les pires trigger warnings possibles et imaginables, les mélanger et pouf, vous avez Diabolic Clover. Voilà, voilà, vous êtes prévenus. Il faut aussi reconnaître que l'animé n'est pas 100% ressemblant au jeu de base, puisque dans ce dernier, le joueur doit choisir l'un des six frères et ensuite se le farcir jusqu'à la fin. Mais vous vous en doutez, l'animé ne pouvait pas faire ça s'il voulait contenter tout le monde. Ainsi, chaque épisode se concentrera sur un frère différent. Même si celui qui est le plus mis en avant par la série, ça reste quand même Ayato. Maintenant, et étant donné que je suis une personne qui préfère se focaliser sur le positif plutôt que le négatif, c'est parti pour parler des points positifs de cet animé. Déjà, les OST et l'ambiance sont cool, elles renforcent ce petit effet de mélancolie et de mystère que l'animé cherche à mettre en place. Ensuite, les dessins sont franchement beaux. Non, parce qu'il faut reconnaître que les chara-design sont quand même loin d'être dégueulasses. Et puis, bah, c'est tout. Bon, bah maintenant que ça c'est fait, on va passer à la partie amusante, hein. Alors, déjà, il faut que vous vous mettiez quelque chose en tête concernant cette série. Bien que les personnages soient des vampires, il ne s'agit absolument pas d'une œuvre sur les vampires à proprement parler. Puisqu'en réalité, le thème principal de la licence, bah, c'est la maladie mentale. En effet, l'ensemble des personnages de Diabolic Clover souffrent tous de différentes maladies mentales. Toutefois, je tiens à préciser que la série traite de la maladie mentale dans tout ce qu'elle a de plus extrême et caricatural, sachant que ça va de la dépression aux problèmes de gestion de la colère, en passant par la psychopathie pure et dure. Sur ce, laissez-moi vous présenter les frères sac à merde qui ont tous une araignée au plafond. Voici donc paresse, envie, orgueil, gourmandise, luxure et colère. Parce que, ouais, la personnalité de ces personnages est calquée sur 6 des 7 péchés capitaux. D'ailleurs, je dis frères, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, bah, voilà, certains sont frères, d'autres sont juste demi-frères, parce qu'ils n'ont pas tous la même mère, mais bref, on va pas rentrer là-dedans. D'ailleurs, puisqu'on parle de ces personnages, je tiens à vous prévenir d'avance. Tous les personnages de Diabolic Clover sont des connards. Je vous jure qu'il n'y en a pas un seul pour attraper l'autre dans cette série. Et c'est justement là où l'on touche à un premier souci selon moi. Les personnages ne sont pas du tout attachants, ils sont même plutôt détestables. Ils passent leur temps à traiter l'héroïne comme une serpillière dont ils abusent à leur guise sans aucune remise en question, et le pire c'est que la série nous fait bien comprendre que Yui n'est pas la première victime de la fratrie. Et comme si ça ne suffisait pas, l'animé cherche tout de même à nous faire ressentir un peu de compassion pour les frères en abusant de l'explication du passé difficile. Et là aussi, je dois dire qu'on est face à un problème. Parce que, certes, nous sommes nombreux à apprécier qu'un animé nous laisse voir le passé tragique d'un personnage qui est parti en vrille. Cela permet au spectateur de mieux comprendre ses motivations ainsi que sa vision du monde. Mais le problème dans Diabolic Clover, c'est que le motif du passé sombre concerne tellement tous les personnages, sans aucune exception, et surtout ça va tellement loin dans la maltraitance infantile et le traumatisme psychologique qu'au bout d'un moment, je suis désolée, mais ça en devient juste grotesque, voire ridicule. Bon, après, à la limite, si on veut nuancer, on peut dire que la licence montre en quelque sorte comment l'état psychique et les traumatismes se transmettent au sein d'une famille au fil des générations. Mais enfin bon, il existe d'autres œuvres bien plus pertinentes sur le sujet. Enfin bref, partant de ce postulat, je peux vous dire qu'on a droit à toute une panoplie de traumatismes divers et variés. Nous avons par exemple le cliché du personnage souffrant d'un complexe d'infériorité par rapport à son frère, le personnage narcissique, le personnage qui a été sexuellement abusé par sa mère, le personnage qui... Attends quoi? Alors, je ne vous cache pas que c'est lorsque j'ai vu le passé de ce personnage-là en particulier que j'ai compris à quel point la licence allait loin. Ah non, mais je vous avais prévenu pour les triggers, hein. Le souci dans cette série, c'est que les personnages se définissent uniquement par leur maladie mentale qui font partie intégrante de leur personnalité et qui leur sert de justificatif pour agir comme des connards. De par leurs soucis psychiques, ils prendront souvent un malin plaisir à torturer Yui, et ce aussi bien physiquement que mentalement. Et c'est justement là où je m'interroge parce que la licence se présente comme une romance, mais j'ai personnellement beaucoup de mal à comprendre ce qu'il y a de romantique là-dedans. Alors, certes,
Je peux comprendre l'attirance qu'on peut avoir pour le motif du mec torturé et distant. Mais dans Diabolic Clover, c'est tellement poussé à l'extrême que c'est pas attirant. Au contraire, ça fait fuir. Surtout que vous pouvez m'expliquer en quoi un personnage qui non seulement ressemble à un enfant, mais qui en plus se comporte comme un enfant, ça a quelque chose d'attirant. Non, parce que je suis désolée, mais ce personnage est un lolicon. C'est totalement un lolicon, ne me dites pas le contraire. Pour finir sur le cas des personnages, j'aimerais m'attarder quelque peu sur celui de Yui Komori. Cette fille est de loin le personnage féminin le plus niais et inintéressant que j'ai pu voir, tout animé confondu. Et je pèse mes mots. Toutefois, là encore, j'aimerais nuancer. Sa niaiserie ne réside pas tellement dans le fait qu'elle ne se rebelle pas contre ses agresseurs. Je dis ça parce que j'ai vu plusieurs critiques concernant ce personnage pointer du doigt le fait qu'elle se laisse trop faire par les gars psychopathes et qu'elle ferait mieux de leur résister un minimum. Personnellement, je trouve cette critique plutôt injuste. Je veux dire, mettez-vous à sa place 5 secondes. Imaginez que vous soyez retenu contre votre gré par 6 humains psychopathes. Même pas vampires, hein. Humains. Je ne suis pas certaine que dans ce cas de figure, on serait beaucoup à vouloir jouer les meufs badass qui caissent des bouches. Non, en réalité, le problème de ce personnage provient principalement de son manque de profondeur et de développement. Yui est campée comme une fille qui endure sans rien dire, tel un martyr, et qui malgré tout arrive toujours à être bienveillante envers ses bourreaux. Je pense par exemple à la fameuse scène où Yui rejoint un personnage assis sur le rebord d'un balcon, et qui s'inquiète pour lui à l'idée qu'il puisse tomber. Et ce alors même que ce personnage l'a agressé quelques épisodes en arrière. Ce personnage est le cliché de la fille de shoujo gentille et empathique, mais en plus de ça, elle a la personnalité d'une plante verte. Et encore, dites-vous que ce n'est rien à côté de la Yui des jeux. Je sais que c'est difficile à croire pour ceux qui ont seulement vu l'animé, mais je vous assure que la Yui des jeux est encore plus vide, à tel point que je ne sais même pas si elle peut être qualifiée de personnage à ce stade. Maintenant, en ce qui concerne l'animation, c'est minimaliste, on va dire. Alors déjà, il y a des passages animés qui sont franchement pas beaux, comme notamment ce passage où l'héroïne court en faisant du surplace, ou bien les scènes de chute qui sont assez mal faites. Pour le reste, l'animation est réduite au strict minimum, à tel point que l'animé ne montrera jamais les personnages lors des scènes d'action, puisque généralement, ces dernières se déroulent hors cadre, ou alors on a droit à une ellipse qui nous montre directement les conséquences de la dite scène d'action. Mais voilà, on ne verra jamais les personnages se foutre sur la gueule contre des ennemis. D'ailleurs, un autre truc qui permet de faire des économies sur l'animation, c'est tout simplement la téléportation des vampires dont l'animé va abuser à mort. Ah bah oui, hein, vous comprenez, c'est plus simple que d'animer des personnages qui marchent. Je tiens d'ailleurs à préciser que cette capacité engendre une incohérence dès l'épisode 1, puisqu'ici, Yui vient d'arriver au manoir et ne sait donc pas que les gars qui y vivent sont des vampires. Elle ne se rendra compte qu'au moment où elle verra les crocs de l'un d'entre eux. Sauf que, avant cette scène, il y a un personnage qui se téléporte juste devant ses yeux et visiblement ça ne la perturbe pas plus que ça. Non, parce que dans cette scène, ce n'est pas comme si le gars s'était téléporté près d'elle alors qu'elle ne regardait pas. Je veux dire, il s'est littéralement TP alors qu'elle le fixait, ce qui n'a aucun sens. De plus, l'animé ne montrera jamais aucun autre personnage secondaire à l'écran, le rendant ainsi très vide. Bon, après, on peut dire que cela renforce l'idée de solitude et d'enfermement qui ne sont pas seulement subis par Yui, mais aussi par les frères eux-mêmes. En effet, la série nous montre bien qu'ils ne s'entendent pas tous forcément et que certains d'entre eux peuvent même carrément pas se piffrer. Mais malheureusement, ces derniers sont contraints de rester ensemble dans cet endroit perdu au milieu de nulle part, pour des raisons précisées dans les jeux que je ne vais pas spoiler ici. Enfin bref, je ne vous cache pas que la première fois que j'ai vu cet animé, je me suis demandé si le manque d'animation n'était pas le symptôme d'un manque de budget. Mais je suis finalement arrivé à une autre théorie. Alors, je tiens à préciser que ce que je vais dire n'engage que moi, je ne sais pas du tout si c'est la bonne explication, mais je me suis demandé si ce n'était pas plutôt un choix artistique de la part du studio. Je m'explique. En effet, comme précisé plus tôt, l'animé est une adaptation d'un visual novel. Or, dans un visual novel, l'animation est réduite au strict minimum, vu que ce qui compte, ce sont les dessins. Les personnages secondaires ne sont pas visibles, ou alors sont seulement évoqués vite fait, et quand les personnages apparaissent à l'écran pour parler aux joueurs, bah théoriquement, ouais, on peut dire qu'ils popent de nulle part. Donc, peut-être que l'animé cherche justement à se rapprocher du format de base en utilisant un peu les mêmes codes. Mais même si cette explication est juste, bah, ça reste idiot puisqu'il s'agit d'une série animée qui doit donc par définition être animée.
s'il s'agit juste de faire exactement comme dans le visual novel, bah autant rester sur le visual novel, quoi. Maintenant que j'en ai fini avec l'animation, il est temps de passer à ce qui fait grincer des dents lorsque l'on parle de cet animé, à savoir la métaphore du viol. Alors, déjà pour commencer, il faut savoir que culturellement, le vampire a souvent été associé à la sexualité et à la transgression. De plus, la morsure de cette créature peut être associée à un acte sexuel, avec cette idée que voilà, il s'agit de quelque chose qui rentre dans le corps d'une jeune fille, qui la fait saigner, mais malgré ça, elle finit quand même par éprouver un certain sentiment d'extase lors de la morsure. Bon voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez l'image en tête. Or, dans Diabolic Lover, l'acte de la morsure est sexualisé à mort, entre les poses plus que suggestives, les gémissements gênants et surtout les phrases lourdes de sous-entendus du genre «c'est inapproprié, fais ça dans ta chambre» ou encore «je vais prendre ta première fois». Bon bah ouais, je crois qu'on peut dire que la subtilité est morte, hein. Mais ce qui est véritablement perturbant ici, c'est le fait que Yui est montrée comme étant non consentante à chaque fois qu'un frère la mord. Or, les refus à répétition couplés à la sexualisation à outrance des morsures font vraiment penser à une métaphore du viol. Et encore, dites-vous que l'animé est une version extrêmement soft et édulcorée des jeux, parce que dans ces derniers, il n'y a pas de métaphore. L'héroïne subit bel et bien des viols. Ah, et les jeux n'hésitent pas à montrer de véritables scènes de torture aussi. Voilà, voilà. Il est tout de même intéressant de remarquer que même si l'anime est plus soft, on peut voir par moments qu'il s'amuse à faire référence à certaines scènes des jeux, comme par exemple celle-ci. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de savoir à quoi ça fait référence. Enfin bref, là aussi, bah je m'interroge, parce que c'est un animé pour qui concrètement? Parce que d'un côté, les métaphores sont tellement pas subtiles que ça a choqué tout le monde, mais d'un autre côté, la série ne va pas du tout aussi loin que les jeux de base, ce qui peut potentiellement décevoir les fans de la licence. Mais bon, d'un autre côté, je comprends que les créateurs de la série ne soient pas allés aussi loin que les jeux, parce que je pense vraiment qu'il y a des trucs où, enfin, jamais de la vie se serait passé, quoi. Enfin bon, je dis ça, mais c'est vrai que beaucoup no pico existent, donc finalement, est-ce que ce serait passé? Est-ce que ce serait pas passé? Ah, je sais pas trop. Après, voilà, j'ai parlé principalement de la saison 1, mais rassurez-vous, la saison 2, c'est pratiquement la même chose, mais avec 4 nouveaux personnages qui sont tout aussi imbuvables que les frères sac à merde. Après, il y a quand même quelques trucs intéressants dans cette saison 2, puisqu'elle possède des scènes qui peuvent clairement être mises en parallèle avec celles de la première saison, comme notamment la scène du dîner. En effet, dans la saison 1, il y a une scène de dîner assez gênante dans laquelle personne ne se parle et où l'atmosphère y est très froide. Clairement, on sent que les personnages n'ont pas spécialement envie d'être ensemble et que ça leur fait chier d'être là. Or, dans la saison 2, on a droit à une scène de dîner beaucoup plus chaleureuse, dans laquelle les personnages se parlent, se chamaillent gentiment, etc. Montrant ainsi que les liens du sang, c'est bien beau sur le papier, mais ça suffit pas à faire une famille unie. Pour conclure, Diabolic Lover est un animé qui m'a marqué justement parce qu'il est moralement dérangeant, et qui m'a permis par la suite de m'interroger sur ce qui est acceptable au sein de la fiction ou non, ce qui m'a ensuite conduit à me demander si une œuvre se devait absolument d'être morale. Pour être honnête, je ne vous conseille pas vraiment de voir cet animé, sauf si vous voulez expérimenter ce qu'est la vraie gênance. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, je vous souhaite plein de bonnes choses et bye!